Après la fuite du Shah le 16 janvier 1979, toutes les grandes organisations de la gauche iranienne succombèrent à la démagogie antimonarchiste et anti-impérialiste de l'ayatollah Khomeini. Le philosophe français Michel Foucault, qui assistera avec enthousiasme à cet élan révolutionnaire, y appréciera, je cite, quelque chose que l'Occident avait oublié depuis la Renaissance et les grandes crises de la chrétienté, c'est-à-dire la possibilité d'une spiritualité politique. Tout un programme. Seulement, cette révolution, si sympathique aux yeux de certains, s'est transformée au fil du temps en une théocratie dictatoriale. Petit à petit dans les quartiers, dans les entreprises, partout, les gardiens de la révolution étouffèrent toute forme d'opposition et toute forme de vie démocratique. Une féroce répression s'installa, les opposants furent emprisonnés, exécutés ou poussés à l'exil. L'écrivain et sociologue Shala Shafik a participé à cette révolution en tant qu'étudiante engagée à gauche. Forcée à l'exil, elle vit aujourd'hui en France depuis 1982. Auteur de plusieurs ouvrages dans lesquels elle tente de réfléchir sur la place des femmes musulmanes dans les sociétés contemporaines, Shala Shafik mène aussi un combat laïque, universaliste et féministe. Elle n'hésite pas d'ailleurs à mettre en garde les jeunes françaises musulmanes contre la perversité d'un prétendu féminisme islamique et se dit de plus en plus inquiète devant le retour du religieux dans la vie politique française. Après avoir vécu la défaite que nous avons subie, quand je me suis mis à analyser cela, et ce qui a fait l'objet de mes livres, c'était des terribles confusions qui faisaient que nous confondions d'une part la démocratie avec le capitalisme, ce qui décréditait les valeurs démocratiques, et deuxièmement, nous confondions l'Occident à l'impérialisme. Et ça, c'est quand même plusieurs erreurs, puisqu'il n'y a pas un Occident, c'est une image figée de l'Occident. Donc l'Occident a évolué, il y a plusieurs Occidents, et l'Occident démocratique n'est pas réductible à l'impérialisme. Donc toutes ces erreurs théoriques nous ont amenés à commettre une alliance objective avec les forces islamistes, les khomeïnistes à l'époque, et c'était une erreur fatale, puisqu'après, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont commencé à déclarer que toutes les personnes ou tous les groupes qui n'étaient pas avec eux, c'était des ennemis du peuple. Et donc nous, d'un coup, de la place de l'allié, on est parti, on a été mis à la place de l'ennemi. Et il y a des milliers de gens qui se sont trouvés, des centaines de milliers en prison, et il y a des milliers qui sont partis en exil, dont moi. La cérémonie s'achève par le défilé après le cri repris 3 fois de Dieu est grand, à bas l'impérialisme et mort à l'Amérique. La bannière étoilée américaine dessinée sur le sol en face de la tribune présidentielle est d'ailleurs foulée ostensiblement par les participants au défilé. Depuis ce temps-là, vous n'avez eu de cesse d'essayer de réfléchir sur la situation évidemment iranienne, politique et sociale, et plus particulièrement sur la place de la femme dans cette société iranienne. Il y a un trait d'union justement entre ces manifestations de l'époque de la Révolution et celles que l'on constate aujourd'hui, c'est la présence des femmes. Est-ce que vous pouvez revenir sur le rôle de la femme dans ces deux révoltes-là ? Effectivement, quand je me suis trouvée en exil en France, à l'époque, je ne connaissais rien de la langue française, donc j'ai commencé à apprendre et j'ai commencé à écrire dès que j'ai appris, je n'ai pas encore totalement, je ne peux pas dire que ça devient ma langue maternelle, mais si vous voulez, pour moi, j'ai commencé à élucider dans ma tête les questions qui m'ont hanté l'esprit. Cette question était la suivante. Pourquoi nous avons fait une telle erreur ? L'écriture, pour moi, c'est toujours ça, par ailleurs. Chaque fois qu'il y a des questions qui me hantent, j'écris. J'ai commencé par la question de voile à l'époque. Je me rappelle, c'était en 86-87. Et je commençais à étudier un peu la question de voile, puisque c'était ça qui me hantait en disant... Comment ça se fait, ma mère n'était jamais voilée, même ma grand-mère portait de temps en temps le voile.
Mais comment ça se fait qu'on n'a pas vu cette idéologisation de la religion qui était en train de se passer devant nos yeux? Quand on nous disait dans les manifs pourquoi tu ne portes pas le voile, pourquoi et le voile était devenu le symbole de l'unité de la lutte. Et voilà, j'ai commencé à réfléchir. Maintenant, pour parler d'aujourd'hui, les femmes sont massivement présentes, mais c'est tout à fait le contraire. Les images et les symboles ont complètement changé. C'est qu'avec l'obligation de port de voile en Iran, avec toute la répression sexiste qui a été imposée au nom de sacré, au nom de la religion aux femmes, il y a une jeunesse iranienne, des femmes ou des hommes aussi, qui n'en veulent plus. Donc ils veulent la liberté. Et donc, en fait, ce n'est pas du tout les mêmes symboles. Paradoxalement, la couleur verte qui devait être un peu une couleur renvoyant à la religion est apparue au cours des manifs, dans les premières manifs, sur les vernis, sur les rouges à lèvres, donc sur les bandeaux, et tout ce qui dit que les femmes actuellement ne sont pas, ou même la jeunesse n'est pas du tout dans cette même version qu'à l'époque. Il se passe quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que tous les gens sortent sur leur toit et dans la rue. Ils se font passer le mot en guise de soutien à Milostan Mousavi, donc qui a perdu les élections présidentielles et qui dénonce les fraudes. Ils sortent dans la rue et ils crient mort au dictateur. Alors c'est vraiment quelque chose C'est un discours particulièrement dur qui a été prononcé par le guide suprême iranien. Il a non seulement confirmé l'élection de Mahmoud Ahmadinejad en affirmant qu'il avait 24,5 millions de voix, mais il a rejeté toute possibilité de fraude en affirmant que l'écart entre le président sortant Nous devons continuer de nous intéresser à la spiritualité et aux bienfaits de Dieu. À une époque où la jeunesse du monde doit affronter le matérialisme, où les jeunes doivent se prévaloir contre l'agitation. Les jeunes ne savent pas toujours comment penser. Cette image qui essaie de donner le pouvoir iranien sur les femmes, est-ce que les femmes ne se sont pas faites complices de ça? Dans un de vos livres, vous rappeliez qu'en 1987, lors du congrès international des femmes musulmanes, les participantes disaient rejeter le modèle des femmes de l'Est et celle de l'Ouest et se revendiquer de la fille ou de la femme du prophète. C'est ce qu'on a appelé donc les femmes Hezbollah. Il y a eu aussi tout un mouvement à l'intérieur même de la société iranienne de femmes qui ont pris le voile et leur situation comme un étendard culturelle contre l'Occident. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui et est-ce qu'elles ne se sont pas fait complices aussi des violences qu'elles peuvent subir? Bien sûr, effectivement, là, le phénomène de femmes Hezbollah était bien vrai, existe même aujourd'hui de manière moins importante, mais il ne faut pas oublier que les femmes Hezbollah étaient un des piliers du pouvoir islamiste. Et donc, être femme ne vaccine pas, vous savez, ne met pas à l'abri de misogynie ni de la répression sexiste. Donc, ces femmes se sont idéologisées. Donc, il y avait une partie des femmes intellectuelles aussi, d'ailleurs, qui ont fait un peu... qui ont eu l'illusion de pouvoir trouver dans cette idéologie-là une voie d'émancipation authentique. Donc, elles ont participé dans cette diabolisation de la libération des femmes à l'occidental, comme s'il y avait une libération des femmes à l'occidental, alors que même en Occident, c'était grâce à des luttes sociales. Ce n'est pas le fait que les femmes soient occidentales, c'était qu'elles ont lutté, que la société s'est démocratisée. Tout ça, ça a été ignoré et ça a été manipulé au profit d'une idéologisation de la religion. Et donc, effectivement, ces femmes Hezbollah, dans ce congrès dont je parle, elles disaient oui, nous voulons un modèle d'émancipation authentique. Mais en vérité,
ce qu'a donné ce modèle d'émancipation identique, c'est une catastrophe, puisque c'est un sexisme encore plus grand. C'est aussi l'emprisonnement des femmes dans une image culturelle figée et culturelle figée. Et finalement, elles sont devenues des instruments d'un pouvoir fascisant. Mais après, petit à petit, avec leur expérience de ce malheur, il y a une partie importante de ces femmes qui ont commencé à prendre conscience, qui sont devenues réformistes. Après, elles sont tournées complètement le dos. Mais il faut savoir qu'il y a une partie des femmes Hezbollah qui continuent toujours, même dans les conférences internationales récemment à Genève, il y a des femmes qui sont venues là-bas dire « nous avons tous les droits, etc. etc. » Donc, elles existent toujours. Moi, je réclame, en tant que musulmane, le droit de m'auto-définir comme moi je l'entends, pas comme l'autre me perçoit. Or, mon histoire est très différente du féminisme occidental. Ce concept ne me convient absolument pas. À ce jour, les lois françaises permettent à chaque femme de se vêtir comme elle l'entend. Et je ne vois pas pourquoi, au nom d'une culture qui serait la culture occidentale, on dirait telle façon de se vêtir, ce n'est pas féministe, et telle façon, là... La colonisation, c'est aussi la suppression des initiatives historiques. Et moi, je veux que le monde musulman retrouve le droit d'avoir des initiatives, non seulement historiques, mais aussi conceptuelles. Alors vous parlez de Genève. Moi, à cette période-là, j'étais à Genève et j'ai rencontré des jeunes filles françaises qui se revendiquaient d'un féminisme islamique. Et souvent, d'ailleurs, elles avaient un discours politique qui, à force de relativisme culturel, arrivait à être assez argumenté. Qu'est-ce que vous pensez de cette trajectoire-là pour un certain nombre de filles qui se disent aujourd'hui féministes islamiques? Vous savez, c'est intéressant. Moi, je pense que l'expérience iranienne a beaucoup de choses à dire à ces jeunes femmes. Donc, récemment, en France, on a revécu ce même débat de manière très médiatique à partir un groupe d'extrême gauche qui met en scène une candidate voilée. En dehors de ce groupe, il y a quand même aussi un phénomène de retour au voile parmi les jeunes qui se disent aussi éclairés, féministes, libérés, etc. Et c'est une contradiction totale. Même le phénomène de féminisme islamique, comme j'ai expliqué hier soir dans ma conférence, c'est quand même une sorte d'articulation des concepts qui sont contradictoires. Par exemple, la République islamique en Iran, il y a des gens à l'époque à l'Occident et même aujourd'hui des sociologues qui disaient c'est intéressant, c'est une articulation entre la modernité et la tradition. Mais en fait, dans la réalité, l'islamité de cette formule a annulé la dimension républicaine, puisqu'il n'y avait ni élection libre, ni le Parlement libre, etc. Pour le féminisme islamique, c'est la même chose. Et vous n'êtes pas... En fait, le féminisme a comme particularité d'être un mouvement qui s'appuie sur le devenir et non pas être. Voilà, Simone de Beauvoir, à l'époque, on a dit on n'est pas femme, on le devient. Et c'est un devenir quand même qui a emprisonné les femmes, ça veut dire un devenir social et historique. Et le féminisme défie ce devenir et en proposant un autre devenir. En fait, la femme ou les femmes sont des individus libres et autonomes dans la perspective féministe, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on lutte pour une autonomie des femmes en tant que des individus libres. Parce qu'on sait très bien que les femmes ont toujours été adorées dans les cultures patriarcales comme les mères, comme les épouses, comme les sœurs, voilà, mais jamais elles n'ont pas été considérées comme les individus libres et autonomes. C'est ça la perspective féministe. Maintenant, à quoi ça sert d'emprisonner cette perspective de liberté en le renvoyant à un enseignement religieux, n'importe lequel, si vous voulez. Et donc, l'adjectif islamique, qu'est-ce que ça va ajouter à ce féminisme? Ce qui ça va ajouter, c'est de limiter cette perspective de liberté. Et donc, c'est une contradiction dans le sens, mais c'est une contradiction aussi
dans le fait. Et par rapport à des féministes voilées, on peut leur demander, la première question qu'elles doivent se poser, c'est que pourquoi les hommes ne portent pas le voile. Et si elles commencent à réfléchir sur cette question qui est simple et évidente, elles comprendront que c'est quand même une antinomie. C'est le fait politique du jour. Le NPA présentera une femme voilée aux prochaines élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est âgée de 21 ans et elle est qualifiée par le parti d'extrême gauche de militante féministe. C'est une organisation, le NPA, qui est une organisation laïque, féministe, internationaliste. Et les signes de religion sont des signes d'oppression normalement. C'est pour ça qu'il y a pas mal de militantes féministes ou au nom du féminisme ou de la laïcité qui pensent par exemple qu'on ne peut pas être féministe laïque et porter le foulard. Les valeurs universalistes dans lesquelles vous vous reconnaissez, aujourd'hui, elles ne semblent pas être autant partagées que ça. Et les revendications communautaires, religieuses que l'on voit apparaître, elles se font aussi souvent au nom de l'antiracisme, au nom du multiculturalisme, voire même au nom de l'anticolonialisme. Tout à fait, mais c'était les mêmes choses qu'à l'époque nous ont quand même déviés et nous ont amenés en tant que les jeunes gauches iraniennes et démocrates, démocrates je ne peux pas dire, mais il y a même des démocrates iraniens qui l'ont fait, qui se revendiquaient de la démocratie, mais pour les mêmes raisons sont allés dans une alliance objective. Mais en même temps, aujourd'hui en France et dans le monde occidental en général, il faut dire que force est de constater que la tendance de relativisme culturel et la mise en question des valeurs universelles est dominante dans les milieux intellectuels universitaires. Et ça, c'est quand même très dangereux. Si c'était seulement des notions théoriques, ok, si c'était seulement dans les universités, on pourrait dire, oui, c'est le débat théorique, ça doit exister. Bien sûr, ça doit toujours exister, mais ça devient plus que ça. Ça devient des outils d'action. Ça devient, en fait, c'est imprégné un peu la pensée intellectuelle et c'est devenu un outil de l'action contre l'universalisme, contre la liberté et l'égalité et c'est devenu une justification de sexisme sous prétexte de lutter contre le racisme. J'estime que le port de tenues ou de signes qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. C'est une loi raciste, c'est une loi discriminatoire. Je pense que le féminisme, il n'a pas de couleur, pas de vêtements. On est des femmes, on défend nos droits. Nous, on est un peu l'antithèse de Ni pute ni soumise, puisqu'on est contre les lois qui punissent les prostituées et contre les lois qui punissent les femmes voilées. Donc voilà, on est exactement l'antithèse, on est donc un vrai mouvement féministe. Et tout le beau discours sur la laïcité, et on a entendu tous les arguments. J'ai une pile de dossiers comme ça, d'articles du Monde, et tout le monde y va. Mais dans le fond, elle a raison, elles ont raison, c'est le racisme. Je n'ai pas peur de le dire parce que ça fait 5 ans que je m'écoute là-dessus. Moi, je suis tout à fait d'accord pour lutter contre le racisme et le racisme anti-musulman qui existe bel et bien, mais je ne vois pas l'intérêt de lutter contre ce racisme par le biais du sexisme. On n'est pas obligé, quand on est antiraciste, d'être pro-voile. On n'est pas obligé. Et je trouve ça quand même stérile comme pensée. Le risque est aussi d'essentialiser les musulmans. C'est vraiment le vrai risque, c'est qu'on emprisonne les musulmans dans une vision essentialiste de l'islam et dans une vision homogène, et on dilue leur individualité qui existe bel et bien dans une communauté fictive, puisque la communauté, bien sûr, existe, la communauté de foi, pour les gens qui appartiennent à une telle foi, mais présenter les musulmans comme une communauté qui partage les mêmes idées politiques, les mêmes idées sociales et les mêmes rapports à la religion, ce serait une fiction totale. Et cette fiction amène au détriment de l'individualité des personnes qui sont considérées comme des musulmans appartenant à une communauté.
La réponse, c'est la laïcité? Oui, je pense qu'on a la chance quand même. La laïcité doit être vécue comme une chance, puisqu'il faudrait se demander... Vous savez, la France actuellement, au niveau de l'Europe, c'est le seul pays, c'est le premier pays juif, c'est le premier pays musulman, le premier pays bouddhiste. Et donc, c'est intéressant de voir que c'est la laïcité qui a offert cette chance, selon laquelle toute personne pourrait avoir... pratiquer sa religion dans la paix, mais en même temps, on a des lois qui sont des lois communes. Et cette séparation entre l'Église et l'État a permis quand même de préserver à la fois la liberté religieuse, mais aussi la liberté d'expression et la liberté de conscience, qui est quand même la source de toutes les libertés individuelles. Et donc, c'est une chance, et surtout, c'est une chance premièrement pour les femmes, puisque chaque fois que la religion devient la source de loi, non seulement la liberté de conscience disparaît, mais les femmes deviennent les enjeux de cette lutte anti-libertaire. Et donc elles sont les premières victimes de cela. Voilà, cet entretien s'achève. Merci beaucoup à Chala Chafik ainsi qu'à Sadegh Keyani, membre de l'association franco-iranienne Sabalan, pour son accueil et sa disponibilité. Pour en savoir un petit peu plus sur Chala Chafik et éventuellement prendre connaissance des titres de ses livres, vous pouvez vous rendre sur son site internet chalachafik.com, CHAHLACHAFIQ.com. Merci.